Bonjour à tous, Georges Vaccaro. Je suis le dirigeant du cabinet Aviabilis, cabinet conseil RH spécialisé en recrutement, formation et évaluation. Et j'anime depuis le début de cette année la commission sociale du MEDEF 31. Je suis très heureux de vous accueillir au travers de ce webinaire, outil que nous avons tous eu l'habitude d'utiliser depuis le début de cette crise sanitaire exceptionnelle. Et nous allons continuer à animer effectivement les différentes sessions pour vous présenter de manière pratique que nous pouvons vous apporter au travers du MEDEF. Et le premier webinaire de cette série, c'est comment participer à assurer la reprise de son activité. Je vais passer la parole à Sébastien Vignette, le délégué général du MEDEF 31, qui va nous donner le cadre général, et je reprendrai la suite pour vous donner le thème et les détails de ce webinaire de ce matin. Sébastien? Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Georges. Très heureux naturellement de vous accueillir pour cette reprise, certes sous une forme différente de nos traditionnelles matinales, nos mardis du MEDEF. Très clairement, moi, je veux y voir là le signe d'un monde qui veut renaître et se projeter dans l'après. Je serai bref naturellement et d'avance d'ailleurs, je vous prie de m'excuser puisque je vais devoir m'éclipser pour rejoindre une visio avec nos instances parisiennes. Mais je tenais évidemment à être à vos côtés. Voilà. Il y a quand même quelques messages qui me paraissent importants. Pendant cette période inédite, et si difficile d'ailleurs encore pour bon nombre de nos entreprises, le MEDEF 31, par ses élus, par son équipe de permanents, qu'encore une fois je veux chaleureusement remercier, elle est présente à vos côtés, elle est présente pour vous informer quotidiennement. Nous avons notamment une newsletter quotidienne pour vous accompagner dans l'appropriation des mesures d'aide et bien sûr, et toujours plus, pour porter auprès des instances locales et nationales un certain nombre de mesures qui nous paraissent essentielles à la survie de nos entreprises. Aujourd'hui, on s'inscrit résolument dans une dynamique de reprise. Cette reprise, elle est vitale pour sauver nos entreprises, nos filières, nos emplois, notre économie. Et bien évidemment, elle peut pas se faire dans n'importe quelles conditions. Et bien évidemment, nous partageons tous ce souci d'assurer la sécurité et la santé de nos collaborateurs. Alors, vous l'avez compris, le thème de cette première matinale, il s'imposait tout naturellement et je remercie Georges et la commission sociale de s'en être emparés tout de suite. Des thématiques, il y en aura d'autres, hein, sous des aspects plus managériaux ou sur d'autres thématiques concrètement par rapport à la trésorerie, au financement, à la cybersécurité. Bref, vous l'avez compris, notre souci, c'est de nous inscrire dans une dynamique résolument opérationnelle pour coller aux questions qui se posent dans votre quotidien et vous accompagner au mieux pendant cette reprise. Je voulais pas terminer sans remercier ABAC qui nous accueille aujourd'hui et qui, comme nous, a su s'adapter et rebondir pour nous permettre de vous proposer des webinars un petit peu différents puisque nous avons le plaisir de vous avoir tous les quatre sur le même plateau, ce qui, je pense, effectivement sera plus fluide pour la présentation. Je vous souhaite à tous une très bonne matinale et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Merci Georges. Merci au comité. Merci Sébastien. Donc le premier défi à l'évidence va être de lever la crainte du risque sanitaire et de la peur de l'infection. Donc l'organisation de cette thématique, je vais d'abord passer la parole au docteur Michel Nesborola, qui est coordinateur médico-technique à l'ASIA et qui nous parlera de l'aspect psychologique de l'accueil des salariés ainsi que les aspects sanitaires. Un petit rappel, et je vais donner juste ces chiffres-là. Depuis le début de la crise sanitaire, nous avons eu 10 millions d'actifs au chômage partiel, soit presque la moitié de nos actifs, 8 millions d'actifs en télétravail, et le reste et les autres n'ont jamais quitté le terrain. Et c'est important d'avoir ces gros chiffres en tête parce que c'est important de savoir ce qui va se passer pour la suite dans la reprise d'activité. Ensuite, le deuxième défi, ça sera le pacte social des entreprises qui va devoir subir une remise à plat bien plus profonde. Et c'est pourquoi nous aborderons dans ce webinaire les aspects juridiques de la reprise d'activité en termes d'organisation, avec nos trois intervenants, chacun sur une thématique particulière qu'il développera et qui nous donneront une vision d'ensemble. Patrick Sequeira de Fidal, Judith Lévy de Barthélemy Avocat et Florence Milan de Capstan.
Nous vous proposerons au cours de ce webinaire des sondages interactifs sur lesquels nous reviendrons, ainsi que des questions-réponses. Il y aura une session pour rendre ce webinaire plus interactif, des questions-réponses de 9h30 à 10h sur lesquelles nous aborderons et nous vous laisserons la parole. Je vais passer la parole au docteur Michel Nesberola. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, la reprise de l'activité débuté. Donc l'activité s'est pas totalement arrêtée d'ailleurs. Et effectivement, il faut pas oublier tous les entrepreneurs et les salariés qui ont tenu la barre, je dirais la barque pendant cette période. Mais ce qui est sûr, c'est que la reprise s'inscrit dans un contexte où la crise sanitaire est loin d'être terminée. Et que donc dans ce contexte, il n'est pas possible de se dire qu'on va tourner la page et qu'on va reprendre comme avant. Donc je pense qu'il va falloir avoir un vrai projet pour son entreprise, avec des aspects juridiques bien entendu, mais pas que. Il y aura bien entendu aussi des questions sanitaires. Et donc la première chose à se dire, on peut penser que cette crise, tant qu'on n'aura pas de vaccin, c'est-à-dire dans un an et demi, va persister, que le virus va circuler à plus ou moins bas bruit, avec des risques de reflamber, et que donc des mesures de prévention actives s'imposent et qu'il va falloir aussi lutter contre la banalisation et l'habitude, je dirais, parce que autant certains salariés sont actuellement très effrayés à l'idée de la reprise et qu'il faut vraiment les rassurer pour les convaincre de revenir au travail, autant je pense qu'un risque dans la durée, ça sera de la banalisation et la baisse de la vigilance et la baisse de la garde, surtout chez certains qui ont peut-être des difficultés avec la compréhension du risque et de la prévention du risque. Donc, comme je le disais, c'est à mon avis un projet global pour l'entreprise avec un volet organisationnel fort. Une des premières questions que vous devez vous poser, c'est est-ce que je constitue une cellule de crise, c'est-à-dire est-ce que je m'entoure de collaborateurs qui peuvent m'apporter dans cette condition-là. Un problème, c'est si moi-même je tombe malade, comment mon entreprise continue à tourner. Donc, je pense que cette cellule de crise pourrait être aussi un organe de direction qui pourrait garantir la pérennité de la structure, y compris si vous tombez malade. Il y a la question de la formation d'un référent Covid, qui n'est pas obligatoire du point de vue réglementaire, mais qui peut être intéressant comme relais et personne qui se spécialise un peu dans la connaissance du risque et de sa prévention. Ensuite, donc, ce qui est conseillé, c'est de faire un plan de reprise d'activité, mais qui peut être un vrai plan stratégique, qui peut nécessiter des réorientations de certains pans de votre activité. J'en reparlerai tout à l'heure. Et à l'intérieur de ce plan de reprise, certains de ces éléments renvoient à l'évaluation des risques, puisque la reprise va être dictée par l'évaluation que vous pourrez faire des risques, qu'il s'agisse du risque de Covid ou des risques induits par vos nouvelles modalités de fonctionnement. Donc, par exemple, dans la distribution alimentaire, on voit que les entreprises ont fait la mise en rayon la nuit pour éviter le contact entre les salariés et les consommateurs et les clients. Et donc, typiquement, c'est l'introduction du travail de nuit qui peut perturber le sommeil. Donc, voilà, donc les mesures justifiées par la prévention du Covid peuvent introduire de nouveaux risques qu'il s'agit également d'évaluer. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ce projet doit comporter un volet humain parce que je vous ai parlé donc déjà vos ressources humaines, vous en êtes pas trop certains. Là, pour l'instant, il est parfois difficile de savoir avec les fonctionnements des écoles ou le non-fonctionnement des écoles qui peut venir ou qui peut ne pas venir, qui peut être disponible ou pas. On parle d'une modification de la prise en charge du chômage partiel à partir du 1er juin, avec une partie du coût à la charge des entreprises, donc peut-être le retour d'un certain nombre de salariés. Donc, on voit bien qu'un des premiers volets, c'est de savoir sur qui vous allez pouvoir compter ou pas compter, je dirais, dans cette période. Ensuite, il y a la question de la peur liée à la contamination, ce que j'abordais tout de suite. Et ça concerne vos salariés, bien entendu. Et je pense que les mesures que vous allez prendre et la communication que vous allez avoir autour de ces mesures sera primordiale. Mais cette crainte, elle peut exister également chez vos clients et vos fournisseurs. Et donc, je pense que là aussi, il y a un volet qui doit être tourné vers vos clients pour que vous leur donniez confiance, peut-être aussi sur votre capacité votre pérennité.
mais aussi sur votre capacité à avoir des échanges avec vos clients dans des conditions satisfaisantes du point de vue de la sécurité sanitaire. Et ensuite, vos fournisseurs aussi peuvent avoir été un peu secoués par la crise. Certains peuvent avoir des difficultés à produire et certains peuvent avoir des craintes. Et donc, des questions liées aux livraisons, par exemple, doivent être aussi envisagées du point de vue du risque de contamination et du point de vue de la sécurisation de vos fournisseurs. Après, donc, je vais passer rapidement, mais si vous avez été fermé, il y a certains aspects d'entretien et de contrôle et de vérification obligatoires du point de vue réglementaire qu'il ne faut pas oublier. On commence à parler de la climatisation. Enfin, donc il y a rapprochez-vous, je dirais, éventuellement des entreprises qui vous maintiennent votre ventilation pour vous renseigner sur est-ce que je peux utiliser la climatisation sans risque ou pas. Donc, je n'ai pas vraiment le temps de développer, mais ça peut être des aspects à considérer. Et ensuite, il y a bien sûr la question qu'on a vécue de façon très aiguë pendant la période initiale du confinement, c'est l'approvisionnement en équipements de protection. Donc, comment trouver des fournisseurs et comment assurer régulièrement votre alimentation en gants, masques, gel hydroalcoolique ou en écran en plexiglas, enfin en différents dispositifs que vous pourriez souhaiter utiliser pour prévenir le risque de contamination. Donc ensuite, de façon, voilà, je dirais campé à gros traits, je dirais le contexte de la reprise. Ensuite, pour me rapprocher un peu plus des aspects juridiques, je dirais, qui sont le cœur de ce webinaire, votre démarche de prévention doit suivre ce qu'on appelle les principes généraux de prévention. Et donc, le premier de ces principes, c'est que dans la mesure du possible, il faut supprimer le risque. Donc, le confinement et le télétravail sont typiquement une mesure de suppression du risque, puisque si on supprime les interactions sociales, on fait disparaître le risque de contamination, puisque l'essentiel du risque de contamination, c'est le contact rapproché avec d'autres personnes. Après, de façon moins drastique, je dirais peut-être plus compatible aussi avec le fonctionnement de vos entreprises, de nombreux commerces ont mis en place des systèmes de drive, donc où de livraison, où on dépose les colis à la porte de l'entreprise, et donc où on supprime le contact physique entre le client et un de vos salariés ou entre un fournisseur et un de vos salariés. Ensuite, il y a tout un tas de possibilités de dématérialisation qui évitent de faire circuler du papier. Donc, on a vu justement que pour les livraisons, la photo avec le colis avait remplacé le bordereau de livraison. Donc, il y a des moyens, je dirais, de supprimer le risque. Le paiement sans contact, c'est une forme mineure de suppression du risque, mais c'est quand on fait le paiement sans contact, finalement, on supprime les échanges de pièces de monnaie et de billets, qui sont de très bons vecteurs en général de ce genre de potentiel de pathologie. Donc voilà. Donc, dans la logique des principes généraux de prévention, votre première réflexion, c'est comment je peux faire pour supprimer le risque. La deuxième étape, c'est j'ai bien réfléchi, mais il y a des situations où je ne peux pas supprimer le risque, donc je dois évaluer le risque résiduel. Et donc là, on en reparlera. Donc mes collègues avocats développeront justement la réalisation du document unique d'évaluation des risques. On sait que c'était un véritable problème dans les toutes petites entreprises, puisque 50% des TPE ne disposent pas de document unique, qui est obligatoire depuis 2001. Donc je pense que cette crise peut être l'occasion de se mettre à jour. Et je pense que du point de vue juridique, c'est une des garanties majeures que vous pouvez avoir vis-à-vis de votre responsabilité. Ensuite, l'évaluation du risque doit aboutir à un plan d'action et à un plan de prévention. Et là aussi, dans la logique des principes généraux de prévention, il y a une hiérarchie dans les mesures à mettre en place. Donc, il faut privilégier les mesures de prévention collective aux mesures de prévention individuelle. Pourquoi? C'est parce que les mesures de prévention collective marchent quel que soit le comportement de vos salariés. Et donc,
on est à peu près sûr que c'est efficace, alors que les mesures de prévention individuelles ne marchent que si vos salariés respectent à la lettre les consignes que vous leur avez données. Et donc, vous êtes dirigeant d'entreprise et vous savez que c'est loin d'être évident dans la majorité des cas. Donc, il faut privilégier les mesures de prévention collective. Une des mesures de prévention collective, c'est tout ce qui a trait à la distanciation, à la détection précoce, puisque plus on repérera rapidement les salariés malades et donc contagieux, plus facilement on va couper la chaîne de transmission et donc on va limiter la propagation de l'épidémie. J'en reparlerai tout à l'heure. Cette détection précoce, elle est sanitaire. Je ne sais pas si c'est vraiment la responsabilité des entreprises et je reparlerai tout à l'heure de la prise de température à l'entrée des entreprises. Donc, la grosse mesure de prévention collective, c'est la distanciation sociale et le respect donc des fameux distances d'1 mètre ou de 4 mètres carrés dans vos entreprises. Et si ces mesures ne sont pas possibles, donc je pense qu'il y a certaines activités, donc on a parlé dans la reprise du commerce de proximité de la coiffure et l'esthétique, où on voit bien que cet respect de distance d'1 mètre n'est totalement inenvisageable. Donc là, il faudra mettre en place des mesures de protection individuelles, mais dans un certain nombre de situations, on peut mettre en place des mesures de prévention collective, même si la distanciation sociale ne peut pas être respectée. Donc, on a vu beaucoup d'écrans plexiglas mis en place, les anciens hygiaphones, je dirais, puis il y a toutes les questions qui ont trait au nettoyage et à la désinfection, donc avec des mesures de désinfection, notamment de tout ce qu'on touche très fréquemment, comme les poignées de porte, les digicodes, les boutons d'ascenseur, etc. Il y a aussi des mesures d'attribution des outils, donc, et de non-partage des outils. Donc, c'est pas toujours possible non plus, surtout si vous êtes dans des équipes alternantes. Mais plus vous pourrez affecter des outils de travail à une personne en propre, plus vous limiterez le risque de contagion. Donc, si toutes ces mesures ne sont pas envisageables ou de votre point de vue non suffisantes pour garantir le risque d'infection, c'est à ce moment-là et seulement à ce moment-là qu'il faudra mettre les mesures de protection individuelle avec ce qu'on appelle les EPI, donc les équipements de protection individuelle, donc, et au premier chef les masques. Donc, dans la plupart des activités non sanitaires, les masques en tissu prônés par le ministère de l'économie de niveau P1, de protection 1, sont largement suffisants. Ces masques, il faut les changer en gros tous les 4 heures ou les changer plus souvent si vos salariés ont des activités physiques qu'ils transpirent ou que les activités imposent qu'ils se mouillent. Il faut les changer aussi si on les touche, puisque une des mesures de prévention simple, c'est de essayer de ne pas toucher son visage. Parce que si on s'est contaminé les mains, tant qu'on n'a pas porté ses mains au visage, il n'y a pas grand risque de contamination. Et pour les mains, donc justement, il y a la question du gel hydroalcoolique ou du savon. Donc les mains peuvent se contaminer, mais on peut facilement les décontaminer. D'une façon générale, il faut privilégier le savon par rapport au gel hydroalcoolique parce que le gel hydroalcoolique est beaucoup plus agressif pour les mains. Et tout à l'heure, je parlais des risques induits par les mesures de prévention. Et en tant que médecin du travail, on commence à avoir des intolérances aux masques, des masques chirurgicaux qui contiennent des matières plastiques. Et on commence à avoir des mains abîmées par le gel hydroalcoolique et l'abus de l'utilisation du gel hydroalcoolique. Donc, il faut, dans ces cas-là, privilégier le savon. Dans certains cas, j'ai parlé de la coiffure et l'esthétique, il faudra certainement des blouses et organiser un changement de blouse. Et dans la plupart des cas, de mon point de vue, les gants ne sont pas nécessaires parce que, comme je vous disais, les mains, elles se contaminent, mais elles se décontaminent facilement, alors que les gants, ils se contaminent à la même mesure que les mains et ils peuvent induire un faux sentiment de protection. Et donc, ils peuvent être un frein à la décontamination. Et je pense que dans la plupart des cas, sauf sur des activités très spécifiques, il n'est pas utile d'utiliser des gants.
Et enfin, dans ces mesures de protection individuelle, il y a toutes les questions de formation, information, consignes et mesures prises pour vérifier et faire respecter les consignes que vous auriez prises. Voilà. Mais si on parle de responsabilité, je pense que mes confrères le diront, si on se contente de mettre en place des mesures de protection individuelle, je pense qu'un juge pourrait considérer qu'on n'a pas fait tout ce qu'on pouvait faire pour prévenir le risque de contagion. Donc, dans ce volet, il y a la partie évaluation des risques et action sur les risques, bien sûr. Je vous ai parlé surtout des risques de contagion par l'agent du Covid-19. Il ne faut pas oublier les risques induits par les changements liés au Covid-19. Donc, j'ai évoqué les questions du travail de nuit dans certains cas. J'ai parlé des questions d'intolérance aux équipements de protection individuelle, de mains abîmées par le gel hydroalcoolique. Il y a toute la question du télétravail mis en place de façon un peu dégradée, où les gens se sont installés à la maison de façon plus ou moins précaire, avec des retours de salariés de difficultés, de fatigue visuelle, de difficultés de concilier avec la vie de famille, surtout si on a des enfants petits, de questions d'isolement et de sentiments d'isolement, de questions plus managériales pour vous, c'est comment peut-on manager à distance quand on a le gros de ces équipes qui sont à la maison, comment on peut maintenir une vie collective et une dynamique collective. Et il y a aussi, et donc dans la crise, on est très focalisé sur le Covid et les conséquences du Covid, mais il ne faut pas oublier les risques courants. Je vous ai parlé des vérifications périodiques, donc si vous avez des engins de levage, il faut pas oublier de faire de faire vérifier vos chariots élévateurs, vos élingues, vérifier vos machines, vérifier vos installations électriques. Il y a du risque chimique, il va continuer d'exister, donc les risques psychosociaux peuvent être majorés, donc l'évaluation du risque doit balayer l'ensemble des risques et ne pas se focaliser uniquement sur le Covid et ses conséquences. Ensuite, vous aurez à gérer probablement des cas individuels, donc il y a les personnes à risque, celles dont l'état de santé fait que s'ils étaient contaminés, ils risqueraient de mourir. Donc dans ces cas-là, la première solution, c'est essayer de les mettre en télétravail. La deuxième solution qui existe pour l'instant, et donc ça, on ne sait pas pour combien de temps, c'est la possibilité de les mettre en activité partielle et de les faire bénéficier d'une activité de chômage partiel. J'imagine que ça va tenir tant qu'on sera en état d'urgence sanitaire, mais à partir de mi-juillet, je ne sais pas exactement quelles seront les possibilités qui seront offertes à vous, et je pense que votre service de santé au travail et votre médecin du travail est particulièrement là et indiqué pour vous conseiller vis-à-vis de ces personnes. Tout à l'heure, j'ai évoqué la question du dépistage précoce. Bien entendu, il faut informer vos salariés sur le fait que s'ils présentent des symptômes évocateurs de Covid, il ne faut pas qu'ils viennent travailler. Donc, ça fait partie des consignes à émettre. Mais on voit beaucoup d'entreprises qui se posent la question sur est-ce qu'il faut mesurer la température de nos salariés et avant de les admettre dans l'entreprise. Donc, il y a un aspect juridique. Est-ce que j'ai le droit? La réponse est plutôt oui. Il y a une question sanitaire. Est-ce que ça a un intérêt? La réponse est plutôt non, de mon avis. D'une part parce qu'on sait qu'il y a énormément de porteurs sains, donc le fait que vous ayez pris, la personne n'ait pas de fièvre n'est pas une garantie qu'il n'est pas contagieux, et ensuite le salarié qui a envie de travailler peut très bien s'être bourré de Doliprane pour la rentrée matinale dans l'entreprise et n'avoir absolument pas de fièvre, quand bien même il serait malade. Donc je pense que cette mesure de prise de température pourrait être mal vécue par vos salariés, encore plus par vos clients et fournisseurs. Que si vous l'appliquez à vos salariés, pourquoi pas l'appliquer à vos clients et fournisseurs. Donc,
serait pas non plus sans. Donc ça me semble une mesure peu utile du point de vue sanitaire et compliquée à mettre en place du point de vue pratique. Voilà. Ensuite, il y a la question des tests. Il y a deux catégories de tests. Donc, il y a les tests dits PCR qui permettent de repérer par des prélèvements dans le nez ou la gorge la présence du virus et donc qui permettent de faire un diagnostic de maladie et de contagion. L'inconvénient de ces tests, c'est que dans 30% des cas, ils sont négatifs chez les gens qui sont effectivement porteurs du virus. Donc, ils n'apportent pas une garantie à 100%. Et ensuite, ce qui est en train de se développer, ce sont les tests sérologiques qui vont rechercher des anticorps tournés contre le virus, donc une réaction de notre immunité pour se protéger contre le virus. Et finalement, ces anticorps n'apparaissent pas immédiatement, donc ils ne permettent pas de faire un dépistage de la maladie. Ils ne permettent seulement que d'attester d'un contact entre le virus et la personne, avec jusqu'à il y a peu de temps des incertitudes sur le fait de savoir si la présence des anticorps signait une protection contre la maladie. Donc, aux dernières nouvelles, il semblerait que oui, au moins pour quelques semaines, donc les gens qui auraient des anticorps seraient protégés contre une nouvelle infection. Bon, ce qui pourrait les rassurer quant à en particulier s'ils sont exposés au public et si les mesures barrières ne sont pas possibles. Voilà. Et enfin, donc, dans les procédures et les mesures individuelles que vous devez définir, il y a bien sûr la procédure à faire s'il s'avère qu'une personne tombe malade pendant son travail. Et donc, là encore, les services de santé au travail sont à votre disposition pour vous aider à mettre en place cette procédure. Voilà. Et donc, je vais terminer mon intervention sur le rôle des services de santé au travail. Donc, je vous ai parlé du dépistage et du repérage des personnes à risque et du conseil sur les mesures à prendre pour les individus. Mais on est là pour vous accompagner. Et d'ailleurs, on l'a fait depuis le début depuis le début du confinement, puisque nous avons appelé quasiment et cherché à contacter quasiment tous nos adhérents, que ce soit le SAMSI, nos collègues ou l'ASTIA. Et donc, on est là pour vous accompagner dans l'évaluation des risques, sur les conseils à mettre pour les mesures de prévention à prendre, et pour répondre à toutes vos questions, qu'elles soient individuelles ou collectives, dans la prévention de ces risques. Et enfin, nous avons aussi mis en place que ce soit le SAMSI ou l'ASTIA d'ailleurs, des dispositifs d'écoute et d'aide tournés vers vos salariés, mais également vers vous-même. Et nous contribuons à une plateforme régionale qui a été mise en place au niveau de l'Occitanie, avec l'aide des chambres consulaires, du conseil régional, de la Directe, donc pour nos partenaires repèrent des employeurs en grande difficulté, souvent pour des difficultés économiques, mais aussi en difficulté dans des conflits pris entre j'ai besoin que mon entreprise tourne et j'expose mes salariés à des risques. Et donc, les services de santé au travail sont partenaires de cette action pour soutenir les employeurs. Voilà donc rapidement un peu le portrait sanitaire et l'aide que vous pouvez attendre des services de santé au travail. Merci, docteur. En notre nom, au nom de tout le monde, je vous remercie. Vous restez avec nous, je pense, pour les questions-réponses tout à l'heure. Je vais maintenant passer la parole à nos avocats sur la partie juridique de la reprise d'activité. Au préalable, un petit rappel du mode de fonctionnement de notre webinaire. Vous avez le chat à votre disposition pour poser vos questions et on y répond éventuellement au fur et à mesure de nos interventions. Et n'oubliez pas les petits sondages sur votre droite, l'onglet sur votre droite, où vous pouvez également répondre sur nos sondages et sur lesquels on apportera les réponses, où vous verrez au fur et à mesure les réponses. Je passe la parole à Patrick de Cerquera. Patrick, à toi. Bonjour à toutes et toutes, Patrick de Cerquera, je suis avocat spécialisé en droit du travail. Alors, on va vous présenter d'une manière générale quelles sont vos obligations et ce qui doit être mis en œuvre, notamment dans ce qu'on appelle communément les plans de reprise d'activité, avec notamment aussi le rôle des représentants du personnel. Mais avant, on a voulu faire un focus pour vous présenter quelles sont vos obligations en matière de santé et de sécurité au travail. Et au-delà des obligations, quand elles ne sont pas respectées, les conséquences que ça peut avoir en termes de responsabilité individuelle à l'égard des salariés, responsabilité civile et pénale à l'égard des dirigeants ou de la société lorsque c'est une personne morale. Alors, dans un premier temps, sur l'obligation générale de sécurité, vous le savez, vous êtes contraint
à assurer la santé et la sécurité physique et mentale des salariés. Alors, il est clair qu'en l'état de la réglementation, il n'y a pas une réglementation spécifique Covid-19. Il y a eu beaucoup de textes et beaucoup d'ordonnances qui ont été adoptés par le gouvernement, par le président signé lors de la période de crise, mais dans le Code du travail, il n'y a pas d'obligation générale Covid. On est sur les obligations générales du Code du travail, au terme de laquelle l'employeur doit assurer la sécurité des salariés, en prenant toutes les mesures qui visent à assurer la santé et la sécurité des personnes. Alors, il y a des mesures générales qui doivent être prises, notamment des actions de prévention des risques professionnels pour éviter la réalisation des risques, sachant que, comme le disait le médecin du travail, le document unique d'évaluation des risques qui a quelques années n'est en quelque sorte que le bras armé de l'obligation générale de sécurité à laquelle sont tenues les entreprises. Alors, sur le fondement des principes généraux qui sont prévus par le Code du travail, on va lever un mythe qui existe souvent dans l'opinion populaire ou même des chefs d'entreprise. Vous n'êtes pas tenu à une obligation de sécurité de résultat. Autrement dit, le risque, il est inhérent à toute activité, il est même des fois inhérent à la vie domestique, donc on ne peut pas, d'une manière, on va dire, raisonnable, exiger des chefs d'entreprise que le risque ne se réalise pas. On l'a craint à une époque où on commençait à avoir des évolutions jurisprudentielles où manifestement le curseur des obligations de l'entreprise était très élevé, mais il y a eu un arrêt de principe qui a été rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 25 novembre 2015, où en gros elle considère que la seule obligation, mais elle est quand même importante, qui pèse sur les entreprises, c'est de prendre toutes les mesures qui vont tendre à éviter la réalisation du risque. Mais si le risque se réalise, mais qu'en fait vous arrivez à prouver que vous avez mis en œuvre toutes les recommandations, toutes les prescriptions que vous connaissez et que vous avez essayé par tous les moyens possibles d'éviter la réalisation du risque, la responsabilité pénale voire civile ne pourra pas être engagée. On est sur une obligation de moyens renforcée. Alors, quand on parle de l'obligation générale de sécurité de l'employeur, c'est quoi? C'est faire en sorte d'éviter le risque, d'évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, de combattre les risques à la source. Et comme le disait le médecin du travail, le docteur Niès Borala, ce qui est important, c'est surtout de privilégier les mesures de prévention collective sur les mesures de prévention individuelles. L'individuel, notamment avec les équipements de protection individuelle, ne sont que le palliatif si jamais les mesures collectives pouvaient s'avérer insuffisantes. Alors, vos obligations sur l'obligation générale de sécurité, c'est de prendre en compte tous les guides, toutes les recommandations, et on en reparlera, qui sont nombreuses, qui ont été prises par le ministère du Travail, par les organisations professionnelles, et on peut s'interroger, de se dire, mais est-ce que ces recommandations sont obligatoires? Tout ce que vous lisez, les questions-réponses du ministère du Travail, le plan de déconfinement qui est élaboré par le ministère, en tant que tel, ce n'est pas un acte réglementaire. Mais par contre, il est clair que si un risque se réalise, il y a une contamination, il peut y avoir un décès, ou il peut y avoir une mise en cause de la santé des salariés. Si ça se réalise alors que vous n'avez mis en œuvre aucune des recommandations qui sont prévues et qui sont diffusées par le ministère du Travail, il est clair que les tribunaux engageront votre responsabilité parce que vous aviez l'information et en fait vous n'avez mis aucune mesure de protection individuelle voire collective pour éviter la réalisation du risque. Ce qu'il vous faut savoir aussi, c'est que les inspecteurs du travail, dans une note du 22 avril 2020, ont reçu de la part de la Direction générale du travail une directive qui tend à assurer les contrôles dans les entreprises pour voir si, effectivement, d'un point de vue concret, toutes les mesures de prévention et d'organisation en amont pour prévenir le risque ont bien été mises en œuvre dans les entreprises. Ce qui veut dire que si l'inspecteur constatait une carence par rapport à ces mesures, il pourrait dresser procès-verbal, engager des poursuites devant les juridictions pénales et civiles, mais surtout pénales, et même procéder à des injonctions de réduction ou de suspension d'activité dans la mesure où il considérerait que la santé et la sécurité des salariés seraient engagées. Alors ça, c'est le contexte général, c'est l'obligation générale de santé et de sécurité à laquelle vous êtes tous tenus. On a un doute à l'heure actuelle, et on a eu des décisions judiciaires qui sont intervenues, notamment le tribunal judiciaire de Lille. Ce ne sont que des juridictions de première instance, mais il y a un premier arrêt qui est sorti avec la Cour d'appel de Versailles. C'est de savoir si, en fait, au-delà de l'obligation générale de sécurité, vous n'êtes pas tenus, les entreprises, aux obligations qui sont liées à l'exposition des salariés au risque biologique. Alors, le risque biologique, c'est quoi? Jusqu'à présent, et c'est même rédigé dans le Code du travail,
ne sont tenus à la réglementation sur la prévention des risques biologiques que les entreprises qui ont une activité qui, par nature, implique l'utilisation d'agents pathogènes qui sont d'ailleurs définis par un arrêté, et le Covid-19 ne figure pas encore sur la liste de l'arrêté. Ce qui veut dire qu'en l'état actuel, normalement, ce n'est pas un risque biologique. Sauf que nous avons des décisions du tribunal judiciaire de Lille qui sont intervenues au mois d'avril, qui ont considéré que nous étions sur un risque biologique, et les risques biologiques sont classés en 4 niveaux en fonction de la gravité de la situation, ou en tout cas des conséquences qu'ils peuvent avoir sur la santé et la sécurité des salariés. Et en fait, ça s'est traduit concrètement par des réductions d'activité, par des injonctions judiciaires sous astreinte de mettre en place des mesures barrières et des mesures de prévention. Pourquoi? Parce que si on est sur un risque biologique, les mesures de prévention et les obligations de l'entreprise sont décuplées par rapport aux simples, entre guillemets, obligations qui sont liées à l'obligation générale d'assurer la santé et la sécurité des salariés. En gros, pour résumer, on doit mettre en œuvre des mesures qui visent à supprimer ou à réduire à minima les risques d'exposition aux agents biologiques. Il y a une obligation d'information et de formation des salariés. Et surtout, il y a la mise en œuvre d'une surveillance médicale spécifique pour les salariés qui sont exposés aux risques biologiques, qui doit se faire d'ailleurs en lien avec les services de la médecine du travail. Alors, en l'état actuel, on a un petit flottement. Nous, on considère, d'un point de vue des praticiens, en tout cas c'est la doctrine du cabinet, que nous ne sommes pas par nature sur un risque biologique. Il y a des recommandations qui ont été émises par le ministère du Travail, qui considèrent que par contre, bien que ce ne soit pas prévu par le Code du travail, puisqu'encore une fois, le risque biologique prévu par le Code ne concerne que les entreprises dont la nature de l'activité implique la manipulation d'agents biologiques, mais elle recommande néanmoins que pour certains types d'activités qui sont particulièrement exposés, on pense aux soignants, on pense au personnel de secours, on pense éventuellement dans les associations d'aide à domicile au personnel qui pourrait être en contact de manière très rapprochée, par exemple avec les personnes âgées pour les faire manger, pour assurer les toilettes. Là, il est recommandé de prendre en compte le risque biologique et de mettre en place des mesures de prévention qui sont beaucoup plus serrées. Donc, en résumé sur ce point particulier, on a encore une fois une obligation générale de prévention pour assurer la sécurité et la santé. Il n'y a pas de risque spécifique, en tout cas, il n'y a pas d'obligation générale au Covid, avec l'aléa jurisprudentiel qui est en train de se dessiner sur l'application ou pas de la réglementation sur les risques biologiques. Alors, tout à l'heure, on parlait de documents uniques, je pense qu'on en reparlera lors de l'exposé. Alors, j'ai mis une petite réserve sur la rédaction du document unique, et notamment sur le débat de savoir si on doit y adjoindre ou pas les représentants du personnel, puisqu'il n'y a pas d'obligation légale, mais ça sera précisé. C'est que dans les affaires qui ont été jugées par le tribunal judiciaire de Lille et qui a considéré que nous étions soumis à la réglementation sur les risques biologiques, c'est venu du fait notamment que le document unique qui avait été mis en place par ces entreprises, Carrefour Market, Amazon, etc., l'employeur avait identifié le risque Covid presque comme étant un risque biologique, avec des conséquences pouvant avoir des effets éventuellement mortels sur les salariés. Ce qui veut dire que le tribunal s'est servi de ce constat en disant chez l'entreprise, mais c'est vous-même qui avez identifié le Covid comme étant quelque part un risque biologique, vous l'avez marqué sur le document unique, ça peut entraîner les morts des salariés. Ce faisant, on a augmenté le risque de mise en cause de la responsabilité des entreprises. Alors, mettre à jour les documents uniques, oui, on peut considérer que c'est une obligation, mais attention dans la mesure où le risque va être appréhendé et surtout au regard des contraintes que vous allez mettre en place dans le document unique, justement pour combattre le risque. Sur la responsabilité, maintenant qu'on a vu les principes de prévention auxquels nous sommes tenus, la responsabilité de l'entreprise. Alors déjà, on peut l'avoir à 2 niveaux. Vous avez la responsabilité civile et vous avez la responsabilité pénale. La responsabilité civile, moi je la vois dans un premier temps dans les relations individuelles de travail. Ce qui veut dire que si un salarié considère que les mesures barrières ne sont pas suffisantes, en tout cas que l'organisation qui a été mise en place au niveau de l'entreprise ne permet pas de garantir sa santé ou sa sécurité, il pourrait avoir la tentation d'essayer de se soustraire à la relation de travail en utilisant en fait 2 techniques judiciaires qui sont à notre disposition ou à sa disposition, qui sont la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et surtout la prise d'acte. Alors, la résiliation judiciaire du contrat de travail, dans un contexte Covid, je n'y crois pas. Pourquoi? Parce que ça veut dire que je saisis le juge
pour faire constater que l'employeur ne respecte pas ses obligations en matière de santé et de sécurité. Mais ça veut dire que pendant ce temps, tant que le juge n'a pas statué, mais je dois continuer à travailler. Donc, ce qui veut dire que je ne peux pas, via une demande de résiliation judiciaire, me soustraire à la relation de travail. Par contre, il y a une mesure qui est beaucoup plus efficace qui s'appelle la prise d'acte. Le salarié considère que l'employeur manque à ses obligations, sa sécurité est en jeu. Il lui écrit pour lui dire qu'il manque à l'une des obligations essentielles du contrat de travail. Dès que l'employeur reçoit ce courrier, le contrat est rompu et le salarié va saisir dans la foulée le conseil de prud'homme pour faire constater que la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Alors, paiement du préavis, paiement de l'indemnité de licenciement et paiement de dommages et intérêts. Et le juge suivra le salarié s'il considère qu'effectivement l'employeur, notamment dans le cas qui nous intéresse, n'a pas pris toutes les mesures nécessaires en matière de santé et de sécurité pour assurer la protection des salariés. Si c'est le cas qu'il est défaillant, la rupture du contrat produira les effets de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si ce n'est pas le cas, ce sera une démission et le salarié pourra être condamné à payer à l'employeur l'équivalent du préavis de démission qu'il n'a pas respecté. Ça, c'est au premier chef, relation individuelle de travail. Peut-être plus inquiétant et qui sera certainement plus fréquent que le premier cas que j'ai voulu éluder, c'est la responsabilité civile de droit commun. Alors, dans la relation employeur-salarié, on oublie les principes civilistes qui existent dans les dommages qu'on peut subir dans la vie, on va dire, de tous les jours, à savoir un dommage, une faute et un lien de causalité entre les deux. Dans le système français, nous avons le mécanisme des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui est un mécanisme forfaitaire d'indemnisation pour les risques qui se réalisent dans un cadre professionnel. Et si un salarié en droit français est victime d'un accident de travail, il va percevoir des prestations de la sécurité sociale, il va percevoir des prestations renforcées si la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, c'est-à-dire que si on considère que l'employeur avait connaissance du danger, mais a néanmoins exposé le salarié. Alors, Covid, premier débat, accident du travail, possible ou pas possible? En l'état actuel, je crois que tous les spécialistes en droit social ont tendance à considérer que pas possible. Encore que, avec les aléas judiciaires et des fois un petit peu le caractère surprenant de certaines décisions, on peut s'attendre à tout. Mais normalement, au regard des critères qui sont communément admis, c'est-à-dire, à savoir, arriver à prouver la date certaine de l'événement. Un accident de travail, c'est celui qui se produit le travail. Et deuxièmement, arriver à prouver la lésion subite qui a été subie par le salarié. Ça veut dire qu'il faut vraiment arriver à prouver que la contraction du Covid se passe sur le lieu de travail. Ça pourra être le cas dans certaines situations, mais on peut craindre que les tribunaux l'admettent, encore une fois, pour certains types d'activités où les gens sont en contact étroit et rapproché, ou en tout cas exposés de par la nature de l'activité. Secours, gardiennage, encore une fois, personnel soignant, etc. Ce qui veut dire que si ce n'est pas un accident de travail, et pour revenir dessus, il y a eu une fois une situation de contamination qui a été reconnue comme étant un accident de travail, c'est un arrêt de 2006. Ça concernait un salarié qui travaillait, qui manipulait une benne à ordures, qui s'est piqué avec une seringue contaminée et qui a contracté un virus pathogène. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, on a pu prouver le caractère soudain de l'accident. On travaille, on se pique et donc on contracte le virus sur le travail. C'est un accident. Mais on pense que dans la majorité des cas, pour le risque de Covid, ça ne sera pas le cas. Par contre, maladie professionnelle. Je contracte le Covid parce que je travaille, parce que je suis exposé. Est-ce que c'est une maladie professionnelle? Alors, en l'état actuel du droit, on a deux régimes. Ce qu'on appelle les maladies professionnelles qui sont prévues par des tableaux et qui prévoient des expositions et des durées d'exposition à un risque. Lorsque les conditions prévues par les tableaux sont réunies, c'est une maladie professionnelle. En l'état actuel de la réglementation, bien évidemment, on n'a pas de tableau sur le Covid-19. Donc, il y a une deuxième voie qui peut être utilisée. C'est un salarié saisit une caisse ou la caisse compétente pour demander la reconnaissance d'une maladie professionnelle. Il y a une enquête qui va être diligentée par un organisme qu'on appelle le C2RMP, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il va enquêter et s'il arrive à prouver qu'effectivement, il y a un lien direct entre la pathologie qui a été contractée et l'exposition, qu'elle se traduit par le décès, soit par le décès de la victime, soit par une IPP, une incapacité permanente de travail d'au moins 25%, alors oui, la maladie professionnelle pourra être reconnue. Donc, pour résumer, en termes de responsabilité civile, relation individuelle, risque avec le salarié, accident du travail, non, pas forcément.
maladie professionnelle, risque avéré, et on peut craindre qu'effectivement, même en cas de contentieux, les juges suivent. Pour terminer, la responsabilité pénale. Alors, il n'y a pas dans le code du travail, il n'y a pas dans le code pénal une infraction Covid, ou en tout cas une infraction qui vient sanctionner le fait qu'on a exposé les salariés et qu'ils ont contracté le Covid. On est sur les principes généraux, sachant que quand je parle de responsabilité pénale, c'est vous, c'est le chef d'entreprise, éventuellement c'est son délégataire, si vous avez mis en place des délégations de pouvoir, et mettre en place des délégations de pouvoir, c'est une obligation pour l'entreprise, pour le chef d'entreprise, notamment pour des activités un petit peu complexes quand j'ai des chantiers, c'est pour assurer effectivement la sécurité et la santé des salariés. C'est aussi la personne morale, sachant que la responsabilité pénale de la personne morale n'exonère pas la responsabilité physique du chef d'entreprise. Les deux peuvent être poursuivis. Quels sont les risques? Sur le code du travail, ce qu'il vous faut savoir, c'est que tout est pénalisé quasiment dans le code du travail. Si je ne respecte pas les obligations générales prévues en matière de santé et de sécurité au travail, l'amende est une peine d'amende de 10 000 €. Alors, elle est appliquée, et c'est important, autant de fois, non pas que de victimes, c'est-à-dire de personnes qui auraient contracté en l'espèce le Covid, mais de salariés concernés qui sont exposés. Donc, si vous avez 300 salariés, que je n'ai pris aucune mesure, que c'est constaté par l'inspecteur et qu'il y a eu poursuite et que je suis condamné, la peine d'amende de 10 000 €, c'est pour tous les salariés qui auront été exposés. Alors, les poursuites, on va relativiser, ça ne concerne que les cas les plus graves, mais ça doit être envisagé. Code pénal. Est-ce que le code pénal, ma responsabilité peut être recherchée? À l'évidence, oui, sur la base du délit de mise en danger de la vie d'autrui. Alors, si jamais on est sur des cas extrêmes, où là, la sanction est plus lourde que la sanction qui est prévue par le code du travail, nous sommes sur une peine maximale d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Ce qui veut dire que par contre, encore une fois, pour moi, la responsabilité pénale, elle va être engagée, elle va être recherchée et elle pourra être affirmée. Si jamais, manifestement, j'ai manqué à toutes mes obligations, vous avez eu par exemple un contrôle inspection du travail, mise en demeure de mise en conformité des installations ou de mise en sécurité des salariés, aucun suivi des faits, je ne tiens pas compte, l'inspecteur revient et l'on poursuit. Autre cas, nous aurions aussi le cas où un salarié a été contaminé ou potentiellement peut être contaminé, fait valoir un droit d'alerte et l'employeur ne réagit pas. Alors que quand un salarié exerce le droit d'alerte, il doit mener une enquête, y associer les représentants du personnel. Si jamais on ne réagit pas, on va engager notre responsabilité pénale. Je voudrais conclure sur un point. Quand on parle aussi de responsabilité, ce qu'il faut savoir, c'est que les salariés, à l'égard de leurs collègues de travail, sont quand même aussi responsables de leurs agissements. Si vous avez dans l'entreprise un salarié qui manifestement ne respecte pas toutes les mesures barrières que vous avez dictées, ne respecte pas les consignes individuelles et collectives de travail, il va engager sa responsabilité à l'égard des salariés. Mais attention, c'est pas parce qu'il engage sa responsabilité que vous êtes dédouané de la vôtre. Ce qui veut dire que la vôtre sera aussi engagée parce qu'en fait, vous aurez dû prendre tous les moyens, et notamment les moyens disciplinaires, pour écarter ce salarié du lieu de travail où manifestement, il crée un danger pour ses collègues. Merci Patrick pour toutes ces précisions. Je vais passer maintenant la parole à Judith sur l'aspect un peu plus organisationnel. Judith, à toi. Merci Georges. Bonjour à toutes et à tous. Mais je crois que comme le docteur Niels Borola et Patrick l'ont largement et très bien exposé, on est en pleine crise et la question est de savoir maintenant comment est-ce qu'on fait pour la gérer. Alors il est communément admis que la gestion d'une crise comporte 3 phases. D'abord, on la subit, cette crise, ensuite on la contrôle et enfin on la domine. Alors aujourd'hui, j'aurais tendance à dire qu'on est entre la première phase et la seconde phase, c'est-à-dire que on l'a subi, on l'a largement subi. On est en train de la contrôler, en tout cas c'est ce vers quoi il faut que nous allions et il faut que nous vous donnions un certain nombre de pistes de solutions une fois que le décor est dressé. Vous avez bien compris que votre responsabilité en tant que chef d'entreprise pourrait être engagée de différentes manières. La question que je voudrais aborder maintenant est de savoir comment est-ce que l'on fait pour se protéger et pour gérer, pour contrôler cette situation de crise. Pour un petit rappel de contexte, il y a 3 grandes situations qui sont avérées ces dernières semaines concernant les entreprises. Il y a celles qui n'ont jamais cessé de fonctionner, les entreprises identifiées comme ayant une activité
indispensables à la continuité de la vie de la nation. Donc tout ce qui est alimentaire évidemment, mais aussi le médical, l'aide à la personne, autant d'activités qui ont continué à travailler et d'entreprises qui ont continué à travailler. On pourrait dire que ces entreprises-là ont peut-être une longueur d'avance sur les autres parce qu'elles ont été obligées très vite et sans trop réfléchir de mettre en place évidemment toutes les règles barrières, les gestes barrières, les mesures de prévention collective et individuelle qui vous ont été expliquées par le docteur Nies Borola. Et elles n'ont pas eu à gérer cette situation de salariés qui ont été en protection chez eux et qui aujourd'hui doivent envisager un retour au sein de leur entreprise. Donc il y a cette première catégorie d'entreprises. Ensuite, il y a celles qui ont diminué leur activité sans arrêter totalement. Elles ont évidemment subi de plein fouet la crise sanitaire et ont pu maintenir un certain nombre d'activités, notamment par le biais du télétravail, et ont vécu ce que l'on appelle une activité dégradée. Alors le terme dégradé veut bien dire ce qu'il veut dire, hein. Il a une connotation un peu péjorative, mais effectivement, l'activité dégradée, c'est une dégradation des conditions de travail, une dégradation de l'organisation du travail de manière générale et de l'économie de l'activité à proprement parler. Et puis, il y a les entreprises qui ont tout simplement arrêté toute activité dès le lundi 16 mars, très peu de temps après l'annonce du président de la République le jeudi d'avant. Ces entreprises, c'est tout ce qui est événementiel, hôtel, café, restaurant, qui d'ailleurs aujourd'hui n'ont pas encore redémarré. Elles sont en perspective d'eux, mais elles n'ont pas encore redémarré. Et puis, il y a toutes celles qui les ont rejoints à défaut d'avoir des commandes, à défaut d'avoir la possibilité de récupérer de la matière première, et à défaut aussi peut-être de pouvoir mettre en œuvre les gestes barrières. Donc un certain nombre d'entreprises ont été complètement paralysées pendant 2 mois et demi. Ça est assez alertant pour toutes les raisons que Patrick a évoquées. Et puis pour d'autres raisons, puisqu'évidemment on est en train de vivre une crise économique et financière sans précédent. Lorsque l'on parle à de nombreux chefs d'entreprise, on nous explique que 2 mois et demi de gel d'activité au niveau mondial, ça va avoir pour incidence des répercussions sur une période de 2 à 5 ans sur certains secteurs d'activité. Bon, il n'en demeure pas moins vrai que cette crise-là, il faut la gérer. Vous êtes en train de la gérer et on essaye de vous accompagner dans ce cadre-là. Alors, comment réussir sa reprise d'activité? C'est le titre du webinaire. Eh bien, il faut envisager cette reprise d'activité dans une double dimension, une dimension sociale et une dimension économique. Alors, la dimension sociale, c'est tout ce qui est santé, sécurité, qui a été très bien expliqué, mais pas que. Apparemment, certains salariés qui ont vécu ces 2 mois de confinement chez eux, certains l'ont plutôt bien vécu, d'autres moins bien. Le docteur Nies Borola a parlé de la gestion des risques psychosociaux, mais certains l'ont bien vécu, certains ont découvert un nouveau mode de vie et aujourd'hui sont assez réticents à revenir dans les entreprises ou en tout cas expliquent à leur chef d'entreprise qu'ils entendent privilégier un peu plus leur vie personnelle. Et puis aussi, il y a les nouvelles modalités de travail qui ont créé peut-être des zones de stress pour certains, mais ont plu à d'autres, à savoir le télétravail. Question que les entreprises vont être amenées à se poser de manière beaucoup plus large suite à l'épisode Covid-19 pour pouvoir peut-être le généraliser au sein de leur entreprise. Donc il y a tout l'aspect social et il y a tout l'aspect économique. Quelle est la solution à apporter? La solution, elle peut passer par l'élaboration de ce qu'on appelle un plan de continuation d'activité ou d'un plan de retour d'activité. Vous en avez probablement entendu parler. C'est pas une notion nouvelle, puisque ça existe depuis une dizaine, voire une quinzaine d'années. Ça a d'abord servi à gérer des risques informatiques, des risques bancaires. On s'en est servi aussi au moment de la précédente crise sanitaire H1N1. Et alors pour une petite distinction entre le PCA, le plan de continuation d'activité, et le PRA, le plan de reprise d'activité, dans un premier cas, celui de la continuation d'activité, on est plutôt sur du préventif, puisque le plan de continuation vise à éviter tout arrêt de l'activité, alors que le plan de retour de l'activité, c'est lorsque le sinistre a eu lieu, qu'on a été paralysé complètement pendant une période donnée et que l'on doit imaginer les solutions pour la reprise d'activité. Alors, je voudrais être rassurante sur cet aspect-là. Le plan de reprise d'activité ou le plan de continuation d'activité, il est accessible à tous. Il n'y a pas besoin d'être une entreprise de 300 salariés et plus, avec des instances représentatives du personnel, avec SAF RH que je n'ai pas dans les TPE-PME. Le PCA et le PRA, il est accessible à tous et ça a vraiment une utilité, ce que je vais essayer de vous expliquer.
pour construire efficacement son plan de retour d'activité ou son plan de continuation d'activité. Quelques éléments de bibliographie, peut-être qu'on vous transmettra après l'intervention un certain nombre de liens et d'éléments de bibliographie. Évidemment, il faut se documenter, se faire accompagner peut-être, mais se documenter pour rédiger ce plan de continuation d'activité ou ce plan de reprise d'activité le plus proche possible de son entreprise, de ses spécificités, etc. Alors, en termes de bibliographie, quelques documents que je trouve particulièrement intéressants et bien élaborés. Bon, évidemment, il y a le plan de déconfinement du ministère du Travail, dont il faut prendre connaissance, puisque ça vous explique étape par étape les différents points que le docteur Niès Borola vous a tout à l'heure évoqués. Donc, il y a ce document-là, mais pas que. Il y a quelque chose qui a été fait par l'INRS, l'Institut national de recherche sur la santé et la sécurité. Alors, c'est assez bien fait parce que l'INRS a ce souci à la fois d'allier un objectif social et l'objectif économique. Donc, l'INRS parle beaucoup des différentes méthodes d'organisation et de réorganisation de l'entreprise. C'est un document que je vous invite à lire. Et puis ensuite, il est intéressant de lire des plans de reprise d'activité qui ont été élaborés par certaines branches, les BTP, le BTP ou encore les entreprises du paysage. Et vous avez du coup des grilles de lecture qui sont assez simplifiées puis très pratiques puisque ça a été fait au niveau professionnel. Quel est l'intérêt, quels sont les avantages du plan de reprise d'activité ou du plan de continuation d'activité? D'abord, c'est une assurance contre le risque d'improvisation. Je dirais que on n'était pas évidemment préparé à cette crise sanitaire, pas plus le gouvernement que nous, chefs d'entreprise. Et donc, il faut éviter d'improviser, il faut essayer d'adopter une démarche structurée, puisque c'est cette démarche structurée qui va vous permettre de vous protéger. C'est ce qui permet, le plan de continuation d'activité ou le PRA, de rassembler l'ensemble des démarches que j'aurais réalisées pour assurer la protection de mes collaborateurs, mais aussi la protection de mes clients. Évidemment, encore une fois, il y a un enjeu économique fort. C'est aussi un outil de communication, le PRA, en interne et en externe. Il faut rassurer les salariés, il faut rassurer les clients, nos fournisseurs, nos partenaires sur les différentes démarches que l'on a mis en place d'un point de vue santé-sécurité et d'un point de vue organisation du travail. C'est un gage de qualité aussi, le PRA, et le PCA, puisque ça a permis à certaines entreprises d'alimenter leur dossier de certification. Donc, c'est un gage de qualité, c'est un pense-bête. Je ne dois pas oublier d'avoir une démarche continue. Que je mets en place pour protéger mes salariés, pour protéger mes clients, je ne le fais pas une fois et puis après c'est terminé, je passe à autre chose. Je ne le fais pas à un instant T et puis terminé. Non, c'est une obligation continue qui s'impose à vous. Donc, c'est aussi un outil de suivi. Il y a un certain nombre d'entreprises qui ont pu venir, notamment des huissiers de justice, pour que l'huissier de justice constate ce qui avait été mis en place au sein de leur entreprise. C'est une bonne démarche, évidemment, c'est un moyen de preuve, ce constat d'huissier, mais l'huissier fait une photographie à un instant T. Ça n'est pas suffisant. Il faut également actualiser le document unique d'évaluation des risques professionnels. Alors, je pense que c'est impératif d'actualiser le document unique d'évaluation des risques pro sur la partie Covid-19 et puis de le faire de manière régulière. Alors, je ne dis pas quotidiennement, mais je dis de manière régulière. Il va falloir peut-être dans quelques semaines ou dans quelques mois, je n'espère pas, vous protéger dans l'hypothèse d'éventuels contentieux. Patrick a parlé de problématiques de prise d'acte de rupture. Il a parlé aussi de la possible reconnaissance de maladies professionnelles. Alors évidemment, le Covid n'est pas inscrit dans un tableau, mais par le biais du C2RMP, Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Si ça devait arriver, c'est l'ouverture vers les contentieux sur le terrain de la faute inexcusable. Et la faute inexcusable, c'est quoi? C'est le fait d'avoir connaissance du danger, d'avoir conscience du danger et de ne pas avoir mis en place les moyens pour l'éviter. Alors évidemment, on aura du mal à défendre les entreprises sur le terrain de l'absence de connaissance du danger. Tout le tapage qui est fait, c'est bien normal autour du Covid-19. Donc, il va falloir documenter. Il faudra être en capacité, dans plusieurs semaines ou dans plusieurs mois, si s'ouvre un contentieux, de démontrer tout ce que vous avez fait pour protéger vos collaborateurs, pour protéger vos clients, pour protéger vos partenaires. Et c'est très ralent quand on est avocat et que l'on sait que le chef d'entreprise fait des choses, parce que souvent, il le fait intuitivement, il le fait naturellement,
pour côtoyer des chefs d'entreprise au quotidien dans des secteurs qui ont continué à travailler, il est évident qu'ils ont eu ce souci sincère de mettre leurs salariés en protection. Si jamais ils ne documentent pas tout ce qu'ils ont mis en place, eh bien, ils ne seront pas en capacité de récupérer les éléments de preuve dans plusieurs semaines ou dans plusieurs mois. Donc, j'insiste sur ce point-là. Alors, dans ce plan de continuation d'activité et de reprise d'activité, qu'est-ce que je mets? Alors, je mets dans une première partie, évidemment, tout ce qui concerne la santé, la sécurité, à minima, le rappel des gestes barrières. Le docteur Nies Borala et Patrick vous ont expliqué la différence entre la prévention collective et les mesures de prévention individuelle. Les mesures de prévention collective priment sur les mesures de prévention individuelle. Ça sert à rien de donner des masques et des gants si je ne permets pas à mes collaborateurs de respecter les mesures de distanciation sociale, puisque la distanciation sociale, c'est la mesure de protection collective par excellence. Alors, je vous renvoie sur cet aspect-là au protocole national de déconfinement qui a été établi par le ministère du Travail et aux documents établis par l'INRS sur le Covid-19, qu'on est un peu pris par le temps. Mais je vais vous donner la liste des mesures à mettre dans ce PRA, et puis je vais répondre aussi à la question d'un participant concernant les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement pour modifier les dispositions du Code du travail sur ces dernières semaines. Donc, première partie santé-sécurité. Ensuite, je mets à jour, c'est-à-dire que je vais vérifier le respect des règles de prévention collective de manière continue. Je fais un point sur mon matériel. Je vérifie mon stock d'équipements de protection individuelle. Je vérifie que mes salariés portent les équipements de protection individuelle. On a pu être confronté à des salariés, et ce sera le cas dans les semaines à venir, qui vont refuser de porter le masque, qui vont refuser de porter les équipements de protection individuelle alors que c'est nécessaire à leur protection et à la protection des individus qu'ils côtoient. La question, c'est qu'est-ce que je fais, moi, en tant que chef d'entreprise, vis-à-vis d'un salarié qui ne veut pas porter ces équipements de protection individuelle. Alors, il y a la voie de la sanction disciplinaire qui vous est ouverte. Ça ne fait pas partie tout le temps de la culture de l'entreprise. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de commencer par une procédure disciplinaire. Vous pouvez parler. La communication est essentielle dans le cadre de la gestion de cette crise. Donc, il faut essayer de raisonner les salariés, leur expliquer que ils se mettent en danger, ils mettent en danger les tierces, et puis en plus que ça pourra avoir un impact sur l'activité de l'entreprise économique, puisque les clients, si je suis une entreprise ouverte au public, naturellement vont se tourner vers un concurrent s'ils voient que chez moi, mes salariés ne respectent pas les règles de sécurité. Donc vous pouvez être pédagogue, mais vous pouvez aussi sanctionner si jamais un salarié est persistant dans le refus du port des équipements de protection individuelle. Alors, un inspecteur du travail a conseillé à une entreprise un licenciement immédiat, mise à pied conservatoire, un licenciement sur le champ. Bon, je ne serai pas aussi radicale, hein, je pense qu'on peut quand même commencer par discuter, par sensibiliser, par sanctionner, avant de faire un licenciement, puisque la question de est-ce que je peux licencier pendant la période de Covid-19, ou est-ce que si je licencie, je suis un affreux employeur parce que je n'ai pas tenu compte du fait qu'évidemment, ce serait très compliqué de retrouver un travail à l'issue de la rupture de ce contrat. Évidemment, elle se pose cette question-là. Bon, je crois qu'il faut rester mesuré dans le cadre des décisions que l'on prend. Mais on peut sanctionner. On peut désigner un référent Covid-19. Le docteur Nies Borala l'a évoqué tout à l'heure. Donc, si on décide de désigner un référent Covid-19, il faut le former. Vous savez, c'est un peu comme le référent harcèlement sexuel du CSE. Il ne s'agit pas de nommer quelqu'un référent de quelque chose et de le mettre en difficulté. Pour que ce soit efficace, il faut le former. Il faut le former sur ce risque spécifique qui est lié au Covid-19. Il faut aussi informer, réunir, consulter, associer le CSE à toutes les démarches mises en place. Mais ça, je n'en parle pas puisque c'est Florence qui vous l'expliquera juste après. Dans le cadre du PCA, il faut aussi lister les interlocuteurs compétents, les interlocuteurs qui vont m'aider à gérer cette crise et notamment le risque santé. Et je crois qu'il ne faut pas hésiter à se tourner vers les services de santé au travail. Pourquoi pas vers l'inspection du travail, puisqu'effectivement, il y a une recommandation ministérielle qui donne un certain nombre de prérogatives aux inspections du travail pour vérifier le respect des règles de santé et sécurité au travail. Donc, je crois qu'il ne faut pas hésiter à les solliciter. Tout ça, c'était la partie santé-sécurité. Évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a toute la partie organisation du travail, puisque le volet santé dépend aussi de l'organisation du travail. Et alors là, comment je fais pour remettre les gens au travail? Comment je fais pour redémarrer mon activité? Je crois que déjà, il faut faire un état des lieux des personnes dont j'ai besoin.
Peut-être que je ne vais pas pouvoir redémarrer à plein régime, puisque, encore une fois, quand j'ai stoppé l'activité pendant 2 mois, il faut réamorcer la pompe, hein. Donc, je fais l'état des lieux, des personnes dont j'ai besoin, des personnes disponibles aussi, puisque vous pouvez être en situation avec des salariés qui sont en arrêt garde d'enfants ou en isolement. Donc, je vérifie qui est présent, qui est susceptible d'être présent et qui va reprendre dans combien de temps. Évidemment, il y a des flottements, puisqu'on ne sait pas combien de temps vont durer les gardes d'enfants, les arrêts garde d'enfants qui ont basculé, vous savez, dans l'activité partielle, ni même les certificats d'isolement. Il n'y a pas de durée de validité d'un certificat d'isolement. La seule date que nous ayons aujourd'hui en tête, c'est le 10 juillet, puisque c'est la date de la fin de l'état d'urgence sanitaire pour le moment. Je fais la liste de mes activités essentielles, je vérifie quels sont mes collaborateurs qui peuvent les réaliser. Il est bien aussi d'anticiper les remplacements à prévoir. C'est-à-dire que si je fais revenir un minimum de personnes, je dois anticiper le fait que ces salariés-là pourraient se mettre en arrêt. Il n'est pas exclu que des salariés déclenchent des crises de panique en croisant un collègue que déjà ils n'aimaient pas beaucoup, mais qu'en plus il ne porte pas le masque, il ne respecte rien, il touche à tout, il ne se met jamais de gel hydroalcoolique alors que l'employeur en a mis partout dans les bureaux. Il n'est pas exclu que certains salariés exercent un droit de retrait. J'en parle pas non plus, Florence va en parler dans quelques instants. Et là aussi, donc, il faudra que je sois en capacité pour maintenir mon activité de remplacer mes collaborateurs. Je peux établir un tableau de compétences de mon personnel pour vérifier qui est permutable avec tel autre salarié. Évidemment, je favorise le télétravail puisque c'est la mesure de distanciation sociale par excellence. C'est ce que l'on a mis en place Manu Militari le 16 mars 2020 lorsque le président et notre Premier ministre nous ont dit on va tout faire pour protéger la totalité de la population avant que notre ministre de l'Intérieur nous dise non, non, vous avez mal compris. Il va falloir quand même autant que possible remettre les gens au travail. Donc voilà, le télétravail, c'est une mesure à favoriser. Aujourd'hui, dans cette période de crise, le télétravail ne ressemble pas à ce que l'on fait habituellement. On a mis les gens d'office, d'autorité en télétravail, avec des moyens ou pas. On a demandé aux salariés d'utiliser pourquoi pas leur ordinateur personnel quand on n'avait pas les moyens dans l'entreprise. Tout ça, évidemment, c'est source de risque. On a mis des salariés en télétravail, ce qui a permis à ces salariés-là de garder leur enfant. Tout à l'heure, le docteur Agnès Borala a attiré notre attention sur les risques qui peuvent être engendrés par le télétravail. Il y a ceux qui vont en profiter pour avoir du bon temps, et puis il y a tous ceux qui vont beaucoup travailler. J'ai l'outil de travail à côté, je vais travailler sans arrêt. Alors, j'insiste très légèrement là-dessus pour vous dire que même si le télétravail a été mis en place de manière très rapide et très naturelle, il est important de mettre un tout petit peu de réglementation, y compris pendant la période de crise sanitaire, parce que un salarié qui viendrait à travailler beaucoup et à vous dire dans quelques semaines ou dans quelques mois, j'ai travaillé sans arrêt le jour, la nuit, regardez, j'étais connecté, j'ai envoyé des mails, j'ai travaillé 50 heures semaine, etc. Il y a un risque pénal qui s'ouvre, celui du travail dissimulé. Donc attention à la gestion du télétravail. Là encore, c'est pas la peine de faire quelque chose de trop lourd, mais il faut à minima envoyer un document au salarié pour lui expliquer quelles sont ses plages de travail, à quel moment il pourra être dérangé et que naturellement, il doit respecter la durée du travail telle qu'elle est inscrite dans son contrat. En termes d'organisation du travail, vous avez la possibilité de mettre en place des horaires décalés. Le docteur Agnès Borala a parlé tout à l'heure du travail de nuit. Donc effectivement, certains salariés ont été amenés à travailler la nuit plus qu'avant pour des raisons pour éviter en fait de mettre en contact trop de personnes à un même moment. Et évidemment, ça pose des questions, ça pose un certain nombre de questions juridiques. Est-ce que j'ai la possibilité d'imposer à mes salariés de venir travailler la nuit? Quelles sont les prévisions de la convention collective de branche en matière de contrepartie pour les salariés qui travaillent la nuit? Est-ce que je peux les faire sauter? Parce que déjà qu'on vit une crise économique, et en plus il faut payer des heures de nuit majorées, est-ce que je peux jouer sur les majorations des heures de nuit? Donc c'est autant de questions qui se sont posées à certains, qui se poseront encore pendant les semaines et les mois à venir. Alors là, je crois aussi qu'il ne faut pas monter d'usine à gaz. Déjà, il faut vérifier ce que l'on a dans l'entreprise. Quelles sont les dispositions de ma convention collective de branche en matière de durée du travail? Je vais très vite. Il y a le travail de nuit, mais pas que ça. Il y a la modification des horaires, la question du respect des délais de prévenance, etc. Donc il y a la partie convention collective de branche. Est-ce qu'il y a une certaine souplesse qui est autorisée par la convention collective de branche?
Ensuite, il y a la partie individuelle. Qu'est-ce qui est prévu dans les contrats de travail de mes salariés? Il est évident que si je demande aux salariés de venir travailler la nuit, je dois obtenir leur accord. C'est une modification du contrat, je ne peux pas la leur imposer. S'il y a des contreparties financières, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, est-ce que je peux prévoir différemment? Et comment je fais? Et c'est là que se pose la question de l'association à toutes ces démarches de mes partenaires sociaux, que ce soit le CSE ou le délégué syndical, si j'ai une entreprise avec un délégué syndical. On est en train, dans les entreprises, d'introduire de plus en plus de dialogue social et de déclenchement d'accords collectifs, encore une fois sans que ce soit des usines à gaz, mais de manière à faire consensus sur les mesures efficaces qui sont de nature à permettre à la fois de protéger les salariés et de redémarrer l'activité pour essayer d'éviter autant que faire se peut le déclenchement de licenciements pour motif économique qui malheureusement, vous le savez, vont être une réalité dans les jours et dans les semaines à venir. Je vais m'arrêter dans quelques minutes parce que le temps qui m'est imparti est écoulé. Concernant les outils juridiques, il y a une 50aine de textes qui sont tombés. On n'a jamais autant réformé le Code du travail que pendant cette période de crise sanitaire. Et parmi les dispositifs qui ont été édictés par le gouvernement, par ordonnance, il a été donné la possibilité aux chefs d'entreprise de faire prendre des congés payés par anticipation et d'imposer la prise de congés payés aux salariés. Alors pas de n'importe quelle manière. Il y a un nombre limité de jours, c'est 6 jours ouvrables, que vous pouvez imposer à vos salariés si tant est que vous soyez en capacité de négocier et de conclure un accord collectif d'entreprise. Donc ça ne peut pas passer par une décision unilatérale de l'employeur. La question se pose là de avec qui je peux négocier un accord collectif dans mon entreprise. Aujourd'hui, c'est assez facile puisque avec la loi El Khomri et les ordonnances Macron, vous savez qu'ont été ouvertes les possibilités de négocier des accords collectifs dans les entreprises, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc sachez que c'est une possibilité qui s'ouvre à tous, que vous ayez ou pas un délégué syndical, que vous ayez ou pas des élus du personnel. Alors évidemment, il y a des modalités, une technicité à respecter. De la même manière, vous avez la possibilité de faire prendre des jours de repos à vos collaborateurs qu'ils auraient acquis dans le cadre d'un accord d'aménagement du temps de travail, un ancien accord de modulation du temps de travail, que l'on appelle maintenant les accords d'annualisation du temps de travail. Pour les cadres forfait jour ou pour les forfaits jours tout court, s'ils ont cumulé des jours de repos, vous avez la possibilité de leur faire prendre par anticipation 10 jours de repos d'ici le 31 décembre 2020, en respectant certaines modalités, délai de prévenance, un jour franc, c'est pas très long. Et là, par contre, vous pouvez le faire de manière unilatérale, par décision unilatérale de l'employeur, donc pas besoin de passer par un accord collectif. Parmi les outils, les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement, alors ça c'était un peu avant quand même la crise Covid-19, il y a ce qu'on appelle l'accord de performance collective. C'est un accord collectif qui prend le pas sur l'individuel. C'est ce qui permet de s'interroger sur l'évolution de l'organisation de l'entreprise pour des raisons, encore une fois, de maintien de l'emploi, de pérennité de l'activité et à défaut pour les salariés d'accepter la mise en œuvre de ces accords de performance collective qu'on pourrait imaginer signés en matière de durée du travail, eh bien l'employeur aurait la possibilité de licencier les salariés, c'est-à-dire que ça donne un motif réel et sérieux de licenciement. Il y a des dispositifs de formation professionnelle aussi qui ont été mis en place jusqu'au 31 décembre 2020 pour les entreprises qui sont en activité partielle. Vous pouvez disposer de ce qu'on appelle le FNE formation qui a été aménagé avec une prise en charge des coûts pédagogiques à 100%, en passant, alors dans un premier temps, on a dit auprès des directs, et puis finalement, compte tenu de la surcharge d'activité des directs, on invite maintenant les entreprises à passer par leur OPCO. Il y a un projet de loi qui est en cours, qui va mettre en place un certain nombre de souplesses aussi pour les entreprises, et notamment, et j'en terminerai par là, il va permettre d'adapter certaines modalités du régime des CDD, contrats de travail à durée déterminée. Normalement, c'était un domaine qui était sanctuarisé, réservé à la branche d'activité. Eh bien, vous allez pouvoir, dans l'entreprise, par accord d'entreprise, prévoir de mettre en place, de faire sauter les règles de renouvellement du Code du travail telles qu'elles existent actuellement, d'assouplir les règles en matière de succession de CDD. Donc, il y a un certain nombre d'outils qui sont mis en place. Évidemment, il faudra les utiliser avec prudence, puisqu'il y a des principes généraux dans le Code du travail qu'il faut quand même avoir à l'esprit et respecter. Désolée pour le débit, ça va probablement un peu vite, mais le temps est limité. J'en ai terminé. Je passe donc la parole à Florence. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais pour ma part faire le lien avec les interventions de Patrick
et de Judith pour vous parler du CSE, le Comité social et économique, qui doit être associé à la reprise d'activité. Alors, on peut avoir tendance à l'oublier parce que le CSE a eu un rôle de consultation au moment de la mise en place de l'activité partielle. Là, vous y avez forcément pensé parce que pour obtenir votre autorisation d'activité partielle, vous avez dû communiquer le procès-verbal de consultation du CSE à la directe. Mais en revanche, au moment de la reprise d'activité, ce n'est pas nécessairement le partenaire auquel on pense en premier lieu. Pourtant, l'association du CSE à la reprise d'activité est une obligation à la fois sociale, mais également juridique. Et par-delà une obligation, ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est que l'association du CSE à la reprise d'activité est une mesure de protection pour l'entreprise. Alors, je vais vous expliquer pourquoi et comment. Le CSE, le fait de l'associer à la reprise d'activité, c'est une obligation sociale. Pourquoi? Parce que la première obligation du chef d'entreprise, une fois qu'il a mis en place et défini les mesures sanitaires, les mesures de sécurité à respecter, c'est de communiquer vis-à-vis de la collectivité des salariés sur ces mesures et de les persuader de l'importance de respecter ces mesures et du fait qu'il a mis en place les mesures les plus adaptées. Or, si le CSE n'est pas informé de ces mesures et s'il n'a pas adhéré au projet de reprise d'activité de l'entreprise, il y a fort à parier que le message ne passera pas auprès des salariés et qu'ils soit ne percevront pas la nécessité d'appliquer ces mesures, soit qu'ils ne percevront pas que ces mesures, ce sont les mesures qui étaient les plus adaptées aux circonstances et qui vont permettre à l'entreprise de redémarrer son activité ou de la poursuivre en toute sécurité. Voilà pour l'obligation sociale qui est en lien avec l'obligation juridique. Pourquoi? Parce que le Code du travail nous impose d'informer, d'associer le CSE dès lors qu'on met en place dans l'entreprise des mesures qui vont modifier la santé et la sécurité des salariés ou qui vont avoir un impact important sur leurs conditions de travail. Alors, cette obligation juridique, elle ne concerne pas uniquement les grandes entreprises. On pourrait penser que seules les entreprises qui ont un effectif d'au moins 50 salariés sont concernées par l'obligation d'informer et de consulter le CSE sur le plan de reprise d'activité. Ça n'est pas le cas, puisque le Code du travail prévoit, y compris pour les entreprises de moins de 50 salariés qui ont un CSE, l'obligation d'associer le CSE à la prévention des risques professionnels. Donc ça signifie concrètement que l'employeur doit, à minima, informer le CSE du plan de reprise d'activité qu'il projette de mettre en place, qu'il doit les informer du document unique d'évaluation des risques qu'il va mettre en place si on ne l'avait pas déjà fait, ou encore sur l'actualisation de ce document. On va devoir aussi informer le CSE sur les mesures d'organisation que l'on va mettre en place, telles que par exemple des modifications d'horaire, la mise en place du travail de nuit, la mise en place et la pérennisation du télétravail. Toutes ces mesures d'organisation dont Judith vous a parlé doivent faire l'objet d'une information du CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés et d'une consultation obligatoire du CSE dès lors qu'on a 50 salariés et plus. Sachant que la nuance entre information et consultation, alors c'est comment dire un détail juridique important. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'au regard de la situation que nous vivons et de la nécessité de faire passer des messages positifs, au-delà de l'obligation juridique d'informer et de consulter, surtout ce à quoi il faut travailler, c'est de faire passer les bons messages en réunion du CSE, de rassurer, de montrer qu'on a mis en place un projet de reprise d'activité qui est sérieux et qui tient à la fois aussi, qui prend aussi en compte les contraintes des salariés. Parce que si vous mettez en place des mesures de sécurité qui sont
très rigoureuse, mais peut-être trop draconienne, et que vous ne prenez pas en compte les retours du terrain sur le fait que les salariés ne peuvent pas respecter les mesures de sécurité au regard de l'activité parce que le port du masque est trop contraignant pour certaines activités, ou encore qu'ils ne peuvent pas porter à la fois le masque, la visière et tous les équipements de sécurité. À coup sûr, vous tirez un échec puisque les salariés ne vont pas appliquer les mesures. Donc il faut que le CSE soit un vecteur de remontée d'informations et qu'il vous permette d'avoir connaissance des contraintes auxquelles les salariés sont confrontés concrètement, et en même temps d'être un outil d'information descendante en faisant passer des messages positifs aux salariés et en leur expliquant de manière concrète pourquoi on doit mettre en place ces mesures et comment on doit les appliquer de manière précise. Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ces mesures d'organisation, elles vont être, on l'espère, peut-être temporaires, mais elles vont sans doute durer dans le temps, puisque tant que le risque Covid ne sera pas totalement écarté, tant qu'on n'aura pas de vaccin, on va devoir sans doute pérenniser des mesures d'organisation que l'on pensait temporaires. Alors, le télétravail, évidemment, non seulement d'un point de vue sanitaire, mais aussi parce que ce télétravail, pour certains, eh bien, correspond à une aspiration sociale, notamment, alors pour les plus jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs, mais ça permet de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Et le fait d'avoir goûté au télétravail pendant la période du confinement va peut-être susciter des aspirations au-delà de l'obligation d'assurer des mesures sanitaires. Et donc, le fait de pérenniser le télétravail va imposer de l'encadrer par le biais d'une charte le plus souvent, et la dite charte va devoir faire l'objet d'une consultation du CSE. S'agissant des sanctions disciplinaires éventuelles, on va se trouver confronté peut-être à des salariés récalcitrants. Alors, par-delà le fait que ça peut susciter une véritable angoisse dans la collectivité des salariés, parfois on le voit, hein, ne serait-ce que lorsque dans la vie courante, on se rend dans des commerces, il peut y avoir une hystérie ambiante autour du port ou non du masque, des gants et d'autres équipements. Dans l'entreprise, compte tenu du fait qu'on est dans un milieu de coactivité, ça peut aussi déclencher des réactions disproportionnées dans un sens comme dans l'autre. Bon, donc va se poser la question de est-ce que je peux sanctionner un salarié qui ne va pas respecter les mesures de sécurité? La première question déjà à se poser, c'est est-ce que ces règles de sécurité, elles ont été suffisamment formalisées de manière claire? Et à ce titre, il peut être opportun d'intégrer les mesures de sécurité les plus essentielles qui vont perdurer dans le temps, surtout, dans le règlement intérieur ou dans une annexe. Et pour faire ça, eh bien, on a besoin de consulter son CSE. Voilà, donc quasiment à chaque étape de l'organisation de l'entreprise, on va retrouver une mesure importante, soit en termes de sécurité, soit en termes de conditions de travail, qui va nous imposer de passer par la consultation du CSE. Alors, on peut le vivre comme une contrainte juridique parce que ça prend du temps et que le temps est compté et qu'à l'heure actuelle, vous vous préoccupez plus de votre trésorerie et des mesures d'organisation pratique de votre activité. Pour autant, la consultation du CSE, il faut la vivre comme étant une mesure de protection de l'employeur. Pourquoi? Parce que dès lors que vous aurez informé votre CSE, c'est-à-dire que vous allez leur présenter un document écrit, précis, qui peut le plus souvent être le plan de reprise d'activité, qui va être détaillé, le document unique d'évaluation des risques, un document très important sur lequel le ministère du Travail insiste et indique que l'on doit consulter le CSE, même si ça n'est pas précisé dans le Code du travail, hein, donc on va au-delà même des dispositions du Code. Ces documents-là sont essentiels pour tracer que l'employeur a mis en place les mesures de sécurité essentielles et conformes aux recommandations gouvernementales. Donc si jamais il y avait une difficulté et qu'un salarié soit contaminé et qu'il impute ce risque à l'entreprise, le premier réflexe à avoir sera de communiquer ce plan de reprise d'activité, ce document unique d'évaluation des risques et l'avis du CSE. Alors l'avis du CSE est positif parce que tous les membres ont émis un avis favorable, ce sera une mesure de protection
supplémentaires. C'est pour ça qu'il faut bien travailler sur l'information du CSE et le convaincre qu'on a pris les mesures les plus adéquates. Et ça peut aussi passer par le biais des inspections du lieu de travail avec le CSE. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, en principe, on doit avoir, on va dire, une inspection des lieux de travail par trimestre. Voilà, 4 fois par an. La mesure n'est pas forcément appliquée, mais moi, ce que je vous recommande de faire, c'est, même dans les entreprises de moins de 50, peut-être d'organiser ces inspections avec vos membres du CSE, donc un ou deux membres du CSE et l'employeur, de manière à vérifier que toutes les mesures sont bien appliquées et sont respectées. Donc ça permet de faire passer un message positif aux salariés, de démontrer que l'employeur se préoccupe des mesures qui sont appliquées sur le terrain et de démontrer qu'on est partenaire avec le CSE, on n'est pas opposé, on est en collaboration. Ça permet aussi, alors il faut documenter, c'est-à-dire établir un compte-rendu de visite de manière à démontrer que ces mesures, on les a appliquées dans le temps. Parce qu'un constat d'huissier, c'est bien, mais c'est un instant T. C'est-à-dire que le lendemain, on peut ne pas avoir appliqué ces mesures. Alors qu'une inspection à l'ECSE, bon déjà, entre guillemets, c'est gratuit, hormis le temps que vous passez à l'effectuer, hein, mais ça vous permet de tracer dans le temps que vous avez effectivement appliqué et fait respecter tous les gestes barrières. Donc ça, c'est important. Et ça va vous permettre d'avoir du crédit vis-à-vis de l'inspecteur du travail et de la médecine du travail, puisque toutes ces mesures-là, le plan de reprise d'activité et le DUR, il faut savoir que idéalement, il faut établir ces documents en collaboration avec le service de santé au travail. Ils peuvent vous épauler, vous soutenir, ils ont des modèles à vous fournir en fonction des secteurs d'activité. Donc, il ne faut pas oublier de les solliciter et de les associer, parce que la sécurité, c'est leur domaine. Ils sont experts sur ce sujet-là. Donc, ils peuvent vous épauler. Vous mettez en place ces documents avec votre CSE et dans le temps, vous vous assurez qu'ils sont respectés. Si vous appliquez toutes ces mesures-là, dans l'hypothèse où vous auriez, par exemple, un salarié qui ferait valoir un droit de retrait. Alors, le droit de retrait, c'est quoi? C'est le fait d'arrêter de travailler parce qu'un salarié a un motif raisonnable de penser, nous dit le Code du travail, qu'il est soumis à un risque de danger grave et imminent. Alors, ce droit de retrait, il va être jugé injustifié s'il est démontré que l'employeur a pris toutes les mesures de sécurité conformes aux recommandations gouvernementales. C'est le ministère du Travail qui le dit dans sa circulaire questions-réponses et qui nous dit si il est démontré que les mesures de sécurité ont été appliquées, le fait qu'il existe une pandémie de Covid-19 ne suffit pas à constituer un motif raisonnable de penser que le salarié est exposé à un risque. Donc le droit de retrait sera jugé injustifié et le salarié, s'il ne revient pas travailler, il subira une perte de salaire et on pourrait aller jusqu'à la sanction. Voilà. Dans ce cas-là, ce qu'on recommande, c'est de réunir le CSE pour faire un point sur la situation, démontrer qu'on a pris toutes les mesures et que le droit de retrait n'est pas justifié et de mettre en lien l'inspecteur du travail. Donc, voyez que le CSE, c'est une véritable mesure de protection et qu'il faut vivre comme telle et non pas comme une contrainte juridique. Un petit point très rapide, parce que le temps file à toute allure, sur les adaptations du Code du travail. Il faut savoir que pour donner un peu plus d'agilité aux entreprises, le Code du travail a raccourci les délais légaux de convocation du CSE et de consultation. Dans une entreprise d'au moins 50 salariés, on doit convoquer le CSE en principe avec un délai de 3 jours entre la convocation et la tenue de la réunion. Et le CSE dispose en principe d'un délai maximum d'1 mois pour rendre un avis sur le sujet concerné. Ces délais sont raccourcis à 2 jours pour la convocation et à 8 jours pour l'avis, de manière à permettre au chef d'entreprise de mettre en place ces reprises d'activité qui sont vitales pour lui. Évidemment, sachant que un dernier point, on est avocat, donc on évoque toujours le risque. Hein. Si vous ne consultez pas votre CSE, le risque, ça peut être potentiellement un délit d'entrave. Les inspecteurs du travail sont extrêmement attentifs au fait d'avoir associé le CSE à la reprise d'activité. C'est la première question qu'ils vous poseront quand ils rentreront dans l'entreprise.
Avez-vous établi un plan de reprise d'activité, un document unique et l'avez-vous soumis à vos représentants du personnel? Et lorsque ce n'est pas le cas, les inspecteurs du travail peuvent faire des injonctions, voire même saisir les tribunaux. On l'a vu dans des affaires médiatiques, telles que les affaires Amazon ou Carrefour, dans lesquelles notamment le CSE n'avait pas été associé à la consultation sur le document unique et aux mesures d'organisation. Donc, on peut aller jusqu'à une suspension d'activité parce que le CSE n'a pas été consulté. Donc, pour éviter d'en arriver là, il faut anticiper cette consultation et en faire un élément positif. Voilà. Mais écoutez, j'ai fini mon intervention. Je passe la parole à Georges. Merci à tous nos intervenants. Je vous remercie en votre nom. Merci de votre patience. Nous avons un peu dépassé le temps qui nous était imparti. Si vous le souhaitez, nous avons l'onglet questions et réponses. Donc, merci de nous poser vos questions à travers cet onglet-là. Nous avons abordé dans ce premier webinaire les conditions nécessaires pour comment réussir sa reprise d'activité. Nous aborderons au courant du mois de juin, après les annonces du gouvernement, le 2 juin, l'aspect plus managérial et social. Donc, je vais prendre la première question qui nous a été soumise et on verra qui sera en mesure de répondre. L'itinérance de certains métiers tels que le consultant conditionne-t-il un risque avéré de mise en cause de la responsabilité du dirigeant par la mise en danger du salarié? Que recommandez-vous comme position à prendre? Patrick? Oui, je vais répondre à cette question. Je crois que la question est très vague au regard de la nature de l'activité du consultant. En l'état, il y a deux cas à considérer. Le fait de dire à un salarié de faire son métier de consultant, en prenant bien sûr le minimum de précautions liées à l'itinérance de l'activité, et au fait que cette personne certainement va se rendre chez des clients, être en contact avec des clients. Donc il y a des mesures de prévention spécifiques comme de s'assurer que sur les sites d'accueil, les mesures de sécurité, les gestes barrières sont bien respectés, mais on est vraiment dans le cas précis de l'activité générale en tant que telle, même s'il y a un risque, s'il y avait une contamination, on ne peut pas, à mon sens, aller rechercher la responsabilité pénale sur le fondement du délit de mise en danger de la vie d'autrui. Il n'y a pas la violation quasiment délibérée et manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence qui est imposée par la réglementation. Et il serait peut-être dur de faire un lien direct entre cette infraction supposée et les conséquences qu'elle peut entraîner. Par contre, si je demande à mes consultants de se rendre systématiquement dans des zones où des clusters ont été identifiés, je caricature exprès, et de me rendre dans des établissements où je sais qu'il y a des personnes infectées, que mon consultant est réticent, mais que je l'oblige et que je ne prends aucune mesure de protection, voire de report de l'intervention, là, la question pourrait se poser. Mais par contre, sur la nature même de l'activité qui implique itinérance et qui implique contact avec des clients, même s'il y avait une contamination, on n'irait pas rechercher sur le fondement du code pénal la responsabilité pénale du dirigeant ou de la personne morale. J'espère que Patrick a répondu à votre question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main également. Nous avons la possibilité de vous donner l'accès en direct au webinar ou bien par écrit, donc dans l'attente de vos questions. Je peux intervenir? Sûr. Sur les métiers de l'ingénierie de la consultance, la branche a fait un guide qui est très bien fait avec des fiches métiers sur formateurs, consultants. Et donc, je pense que la personne qui a posé la question connaît peut-être ce guide et sans ça, elle peut le trouver sur le site du ministère du Travail. Et donc, il y a des renseignements intéressants pour la protection dans ces situations d'itinérance. Merci, docteur. S'il n'y a pas d'autres questions, nous espérons avoir répondu à l'ensemble des thématiques que nous avions prévu de traiter ce matin. Nous vous souhaitons une bonne journée. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain webinaire avant la fin juin. Donc, on vous précisera les dates. Merci. Au revoir.